Donc, bonjour à tous, bienvenue pour ce septième et avant-dernier webinaire qui portera sur l'assurance vie. Donc, l'assurance vie est un des placements préférés des Français, ou en tout cas très utilisé, mais qui est souvent mal utilisé parce que, je pense, mal connu tout simplement. Donc, le but de ce webinaire, ça va être de vous expliquer rapidement comment ça fonctionne et comment bien utiliser ce super placement. Le dernier webinaire, donc la semaine, aura lieu la semaine prochaine, sera sur, pour le coup, tout ce qui est sur le Girardin industriel. Donc, le Girardin industriel, si vous ne connaissez pas, c'est vraiment une super solution. Je vous invite, si vous n'êtes pas encore inscrit, à vous inscrire et à le découvrir. Donc, comme d'habitude, je me présente rapidement. Donc, je suis Sébastien Autreville, je suis conseiller en investissement financier depuis maintenant 3 ans. J'ai créé mon cabinet, Avenir Conseiller Investissement, en 2018, donc cabinet dont le siège social est dans le Loiret, et sachant que j'habite en région parisienne, je travaille principalement sur ces deux départements que sont le Loiret et le Val-de-Marne. Donc, comme je vous le disais, c'est mon septième webinaire, j'en ai pris 8 qui s'étalent sur octobre et novembre, donc c'est bientôt la fin. Et après, je pourrai attaquer la période de Noël, la préparation de Noël. Donc, comme d'habitude, je vais commencer par vous donner une petite vision d'ensemble contextuelle sur l'assurance vie. Donc, déjà, l'assurance vie, comme je vous disais que c'était plébiscité par les Français, pour vous donner quelques chiffres, en 2019, c'est 144 milliards d'euros qui ont été collectés. C'est-à-dire que les Français ont versé sur leur contrat d'assurance vie pour 144 milliards d'euros. Ça, c'est la collecte brute. Si on enlève ce qui a été retiré, puisque d'un côté, il y a des versements, de l'autre côté, il y a des rachats. Donc, la collecte nette en 2019 était de près de 26 milliards d'euros, donc supplémentaire par rapport à l'encours de début d'année, qui porte justement cet encours à fin 2019 à 1 788 milliards d'euros. Donc, effectivement, c'est une certaine quantité d'épargne, en tout cas une grosse partie de l'épargne française. Bien sûr, sur cette collecte, les Français ont placé sur différents supports. Donc, vous savez que sur l'assurance vie, on peut placer sur les fonds euros ou sur des unités de compte. Donc, les fonds euros sont entièrement sécurisés. Là où les unités de compte vont être risquées. Alors, risqué, ça ne veut pas dire forcément très risqué. Ça peut être, dès que ce n'est pas garanti, en fait, on dit que c'est risqué. Donc, dans ces unités de compte, il va y avoir des unités de compte prudentes, donc avec un risque très mesuré quand même, et des unités de compte beaucoup plus dynamiques, type les actions, qui, elles, portent un niveau de risque beaucoup plus élevé. Donc, en unité de compte, c'est 27% de la collecte de 2019, donc grosso modo un quart, et les 3 quarts restants sont sur les fonds, ont été collectés sur les fonds euros. Alors, les fonds euros, en 2019, le rendement moyen brut, c'est 1,5%, donc brut, et hors prélèvements sociaux, hors impôt sur le revenu. Donc, impôt sur le revenu, on peut optimiser. Prélèvements sociaux, on les paye toujours. Donc 20%, un cinquième de ces 1,5% sont prélevés, ce qui fait que le rendement net est à peine au-dessus de 1%. Donc, toutes ces données, c'est des données que j'ai récupérées sur le site de la Fédération française de l'assurance. Donc, ce sont bien les chiffres officiels. Alors, c'est 1,5% justement des fonds en euros. On va voir si finalement c'est efficace ou pas. Et pour ça, je vais vous donner un petit exemple pour illustrer la mécanique des intérêts composés, puisque quand on place de l'argent, ce qu'on cherche à obtenir, ce qu'on cherche à développer, c'est cette mécanique des intérêts composés pour que, comme on dit dans le jargon, notre capital fasse des petits. Donc l'exemple, c'est l'exemple de Martin qui a 20 ans et qui décide d'épargner pour sa retraite. Donc il a 45 ans devant lui et il décide de placer la somme de 100 euros par mois. C'est 100 euros par mois pendant 45 ans. S'il se contente de les capitaliser, donc de les mettre sous son matelas à 0%, il va avoir 54 000 euros de disponibles. Donc, évidemment, 100 x 12 x 45, ça fait 54 000. C'est son capital de base. S'il le place sur son assurance vie, en fonds euros, en brut, je vais parler que en brut, il va capitaliser finalement 77 000 euros. Donc 54 000 qu'il a épargné effectivement et 23 000 euros d'intérêt au bout de 45 ans.
Si cette fois-ci, il ne place plus à 1,5%, mais à 5%, donc on n'est pas sur quelque chose qui est totalement démesuré, hein, on est sur quelque chose qui est quand même assez classique, on va dire. Cette fois-ci, c'est 202 000 euros. Donc là, on voit que la mécanique des intérêts composés s'est actionnée. Là, on commence, sur une période aussi longue que 45 ans, à avoir un intérêt d'aller chercher un peu de rendement. Et si on pousse l'exercice encore un peu plus loin, avec 10%, cette fois, Martin disposera d'un capital d'1 million d'euros. Alors, quand on voit ça, tout de suite, on se rend compte de l'importance d'aller chercher un peu de rendement, que sans aller forcément jusqu'à 10%, on voit que ne serait-ce qu'aller chercher 5%, ça va faire une grande différence à la fin. Et c'est pour ça que c'est très intéressant d'aller chercher un petit peu plus loin que l'1,5% des fonds en euros. Je vois Bertrand qui a une question. Je ne l'ai pas précisé, mais je répondrai aux questions à la fin pour que ce soit plus simple, pour tenir le timing des 30 minutes de présentation. Donc, je parlais de 10% par an. Ça peut paraître un peu démesuré pour atteindre ce million d'euros. Mais finalement, si on regarde les classes d'actifs, alors je me base sur une étude qui a été réalisée par Sycomore Asset Management, qui date un peu, mais qui reste totalement intéressante. Une étude qui porte sur différentes classes d'actifs entre 1950 et 2011. Alors déjà, première chose qu'on voit, c'est que sur cette période, les actions ont réalisé cette performance de 10% par an, même quasiment 11% par an. Donc finalement, si le petit Martin avait placé ses 100 euros par mois à partir de 1950, eh bien, il aurait son million d'euros. Alors certes, 10% par an, mais vous allez me dire, les actions, c'est risqué. Et on le voit, c'est risqué. La meilleure performance sur un an des actions, c'est 62%. La pire performance, c'est moins 41%. On le voit que c'est risqué. Par contre, attention, c'est risqué sur un an. Si on porte l'horizon à 10 ans, cette fois-ci, c'est beaucoup plus mesuré puisque la performance maximum sur 10 ans a été de 25% par an, la pire performance de moins 3%. Donc là, on voit clairement que le risque n'est plus le même sur 10 ans que sur un an. Et même regardons d'autres classes d'actifs. Les obligations, elles, ne serait-ce que sur 5 ans, il n'existe pas de période de 5 ans actuellement, et c'est toujours vrai, où les actions ont perdu de l'argent. La pire performance a été plus 3%, et la meilleure plus 14%. Mais ce qui m'importe, c'est surtout cette pire performance de plus 3%. Donc finalement, si on regarde sur 10 ans, si on avait un portefeuille composé d'actions et d'obligations, sachant que les obligations ont fait quand même près de 8%, on est sur quelque chose qui est positif entre les deux, et voire même certainement beaucoup plus. Alors bien sûr, vous allez me dire, l'immobilier sur la même période a également fait 10%. C'est une autre classe d'actifs qui a réalisé des bonnes performances sur cette même période, et c'est pour ça que je conseille d'investir et sur les actions, et sur les obligations, et sur l'immobilier. Alors attention, on peut croire que l'immobilier augmente tout le temps, c'est tranquille. Non, sur 5 ans, il existe des périodes de l'histoire où sur 5 ans, l'immobilier a continué quand même de perdre un peu d'argent. Alors bien sûr, c'est plus mesuré, mais il faut quand même sortir de l'idée qu'avec l'immobilier, on gagne forcément de l'argent à tous les coups. D'où l'intérêt de diversifier d'ailleurs. Alors quand on parle d'assurance vie, bien souvent, les investisseurs que je rencontre ont une assurance vie bancaire. Alors une assurance vie bancaire, j'ai mis en source Sébastien Autreville pour le coup, c'est ma propre analyse, ça n'engage que moi. Mais quand je demande pourquoi vous avez ouvert une assurance vie, quel était l'objectif de cette assurance vie, souvent, ce n'est pas beaucoup plus que pour faire plaisir à mon banquier. Grosso modo, le banquier, son travail, il est entre guillemets assez simple. Il y a de l'argent sur un compte courant, les livrets A sont pleins, l'ED est plein également. Le banquier appelle Madame Michu pour lui dire vous avez 10 000 euros sur votre compte courant, vous devriez le placer sur une assurance vie. Alors, on ne peut plus le placer complètement sur les fonds euros, mais voilà, on diversifie un peu sur les unités de compte. Regardez, Madame Michu, les performances des 5 ou 10 dernières années. Vous voyez que vous gagneriez bien plus que laisser ça sur votre livret, enfin, sur votre compte courant, et vous gagnerez même certainement plus que votre livret A. Madame Michu, elle va se laisser tenter. Elle va placer ses 10 000 euros sur une assurance vie. Et fin de l'histoire. Parce que les erreurs qu'on voit sur ces assurances vie, c'est qu'elles ne sont pas peu diversifiées. C'est-à-dire que des fois, il y a un fonds, 2 fonds, 5 fonds, mais rarement plus.
les performances sont inférieures au risque qui est pris, c'est-à-dire que même si la performance est positive par rapport au risque qui a été pris, ben, on aurait dû attendre un rendement supérieur, parce que bien sûr, plus on prend de risques, plus on s'attend à un rendement important. Donc, quand on compare à d'autres fonds avec le même risque, ben, on va chercher à être dans la moyenne ou même un peu mieux que la moyenne, en tout cas pas en dessous de la moyenne. Et souvent, le contrat, il est abandonné dans un coin. On le regarde un peu au début, et puis au bout de quelques années, alors souvent en plus, l'assurance vie, on le fait dans le temps. Au bout de quelques années, on n'y pense plus. L'assurance vie se fait un peu ce qu'il veut, en roue libre, et on se retrouve au bout de 10 ans, au bout de 20 ans plus tard, avec une assurance vie qui ne correspond pas du tout au niveau de risque qu'on avait voulu prendre initialement. Alors justement, expliquons un petit peu qu'est-ce qu'une assurance vie. L'assurance vie, ce n'est qu'une enveloppe fiscale. Certes, qui permet plein de choses, mais ce n'est que ça. Ce qui va être intéressant, c'est ce qu'on va mettre à l'intérieur de cette assurance vie. Car dans une assurance vie, on peut mettre du sécurisé, donc pas de risque du tout, peu de rendement, peu d'espérance de gain, mais par contre, c'est garanti. Du prudent, de l'équilibré ou du dynamique. Donc, c'est des fonds qui vont être totalement différents, qui vont réagir totalement différemment. Et justement, quand on va créer une assurance vie, on va le faire, ça s'appelle une allocation d'actifs, on va choisir ses actifs, comme on organiserait une équipe de foot. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que dans une assurance vie, vous allez mettre un gardien. Ça, c'est les fonds euros. Vous allez mettre des défenseurs. Ce sont les obligations. Vous allez mettre des milieux de terrain. Ça va être des fonds composés à la fois d'actions et d'obligations, des fonds mixtes. Et enfin, vous allez mettre des attaquants. Ça s'appelle, dans le monde de l'investissement, des actions. Il ne vous viendrait pas à l'idée de constituer une équipe de foot qu'avec des gardiens. Ça n'aurait pas de sens. Même avec moitié de gardiens et moitié d'obligations, ça n'aurait pas de sens non plus. Là, c'est pareil dans l'allocation d'actifs. On va essayer d'avoir un petit peu toutes les classes d'actifs. Alors évidemment, si vous êtes défensif, vous allez avoir plus d'obligations. Si vous êtes offensif, vous allez avoir plus d'actions. Mais il n'empêche que vous n'allez pas complètement délaisser une classe d'actifs. Et c'est ça qu'il faut comprendre. C'est une des erreurs qui est commise. Quand je vois que sur les assurances vie, la collecte, c'est 75% de fonds en euros, c'est-à-dire que sur l'équipe de foot, 75% des joueurs, c'est des gardiens de but. Voilà, grosso modo, comment sont constituées les assurances vie. Et ça, forcément, on ne peut pas attendre beaucoup de victoires de cette équipe de foot. Alors, l'assurance vie, c'est aussi très agréable parce que très flexible. Alors déjà, flexible parce qu'on peut avoir autant de contrats d'assurance vie qu'on veut. Le livret A, par exemple, on peut en avoir qu'un, on peut pas en avoir plusieurs. L'assurance vie, vous pouvez en avoir autant que vous voulez. Pas de durée maximum sur l'assurance vie. L'assurance vie dure le temps de la vie. C'est pour ça qu'on l'appelle comme ça. À ne pas confondre d'ailleurs avec une assurance décès, qui est vraiment un produit assurantiel au sens où ça vient répondre à un risque, couvrir un risque. Là, l'assurance vie, c'est vraiment un produit d'épargne qui dure tant qu'on est en vie. Il n'y a pas de plafond de versement. Vous pouvez mettre autant que vous voulez. Alors, ça peut faire rire, mais au final, pareil, le livret A, on ne peut pas mettre autant qu'on veut. Le PEA, on ne peut pas mettre autant qu'on veut. Et on peut verser et retirer quand on le souhaite, car contrairement à ce qu'on croit, l'épargne est toujours disponible. Alors, la fiscalité peut changer, mais l'épargne est toujours disponible. Vous pouvez mettre de l'argent sur un contrat d'assurance vie, tout récupérer le lendemain et que ça ne vous coûte rien. En tout cas, au niveau de fiscalité, c'est finalement les droits d'entrée qui vont vous coûter. Mais ça, que ce soit au bout d'un jour, au bout d'un an, au bout de 10 ans, les droits d'entrée seront les mêmes. Donc, il n'y a pas de notion de 8 ans ou quoi que ce soit. Ça, c'est uniquement pour la fiscalité, mais ça n'a rien à voir avec la flexibilité. L'épargne est bien disponible sur l'assurance vie. Alors justement, les versements, quels sont les versements qu'on peut faire sur un contrat d'assurance vie? On peut évidemment verser un capital dans le but de le faire grossir. On peut faire des versements réguliers, comme Martin, dans le but de constituer un capital. Et bien sûr, on peut empiler les deux. Dans l'autre sens, au niveau des rachats, donc les rachats, c'est juste le terme technique pour dire qu'on souhaite récupérer son argent, soit on récupère la totalité de son capital, soit on récupère une partie du capital, soit on récupère progressivement son capital. C'est notamment comme ça, c'est notamment ce qu'on fait quand on veut l'utiliser à la retraite. On a constitué un capital durant notre vie active.
À la retraite, on va récupérer progressivement ce capital pour avoir un complément de revenu. Et en plus, ça va permettre l'optimisation fiscale de la récupération de ce capital. On va voir comment après. Alors justement, la fiscalité, j'en ai parlé, mais expliquons-la. Votre contrat d'assurance vie, au bout de X temps, sera computé de capital et d'intérêt. Vous ne serez imposé que sur la partie intérêt. Donc cette partie-là, vous n'êtes pas fiscalisé sur le capital, contrairement à d'autres placements, comme le PER par exemple. Ça dépend comment on a versé. Sur ces intérêts, vous allez être imposé à 30% si votre contrat d'assurance vie a moins de 8 ans. C'est ce qu'on appelle le prélèvement forfaitaire unique. Si votre contrat d'assurance vie a plus de 8 ans, vous allez avoir des prélèvements sociaux qui sont de 17,2%. Alors ça, pas d'inquiétude, vous les paierez tout le temps, que ce soit plus-value mobilière, donc sur les placements cotés, que ce soit des plus-values sur du capital investissement, que ce soit donc du non-coté, que ce soit des plus-values immobilières, vous paierez toujours ces prélèvements sociaux. Donc, ça, c'est bon, c'est acquis. La différence, elle va se faire au niveau de l'impôt sur le revenu, puisque vous aurez 7,5% si vos contrats d'assurance vie, l'ensemble de vos contrats d'assurance vie sont inférieurs à 150 000 €, 17,8% sinon. Vous remarquerez que 17,2 plus 7,5, finalement, on n'est pas très loin des 30%. Et que 17,2 plus 17,8, ça y est, on y est aux 30%. Donc, il n'y a pas non plus une grosse différence, mis à part l'abattement. L'abattement est tout l'intérêt pour limiter l'impôt sur le revenu pour ces contrats d'assurance vie. Prenons un exemple. Imaginez que vous ayez un contrat d'assurance vie et que vous allez récupérer 15 000 € de ce contrat d'assurance vie. Sur ces 15 000 €, il y a 10 000 € de capital et 5 000 € d'imposition. Vous n'allez être fiscalisé que sur 5 000 € d'intérêt. Vous n'allez être fiscalisé que sur ces 5 000 € d'intérêt. Si votre contrat d'assurance vie a moins de 8 ans, vous allez payer ces 30%, soit 1 500 €. Vous allez me dire, ça peut être beaucoup, ça peut paraître beaucoup. Ceci dit, si au moins de 8 ans, vous avez gagné 50%, c'est quand même pas si mal. Si vous avez un contrat qui est supérieur à 8 ans, vous allez payer 860 € de prélèvements sociaux et le reste, à quasiment rien, puisque l'abattement est de 4 600 € pour une personne seule, 9 200 € pour un couple. Donc là, en l'occurrence, sur 5 000 € d'intérêt, vu que vous avez un abattement de 4 600 €, ça va faire très peu d'impôt sur le revenu. Donc justement, en optimisant les sorties de ce contrat d'assurance vie, vous allez pouvoir limiter l'impôt sur le revenu. Vous aurez toujours les prélèvements sociaux. En tout cas, si votre contrat a plus de 8 ans et que vous récupérez progressivement en regardant par rapport à la part d'intérêt que vous allez pouvoir optimiser la sortie de votre capital sur votre contrat d'assurance vie. Alors très bien, on a vu qu'il y avait une fiscalité qui pouvait être intéressante. Il y a quelque chose de très intéressant sur l'assurance vie, c'est la transmission. Pourquoi? Déjà parce qu'on peut désigner totalement librement le ou les bénéficiaires d'un contrat d'assurance vie. Vous pouvez mettre qui vous voulez. Vous pouvez mettre une assurance vie, une association, pardon. Vous pouvez mettre un enfant, vous pouvez mettre un ami. Il n'y a que votre conseiller en investissement que vous ne pourrez pas mettre, ou du moins pas sans passer devant un notaire. Parce qu'il y aurait conflit d'intérêts. Vous allez pouvoir sinon désigner totalement librement le ou les bénéficiaires. Alors légalement, on ne va pas pouvoir, on appelle déshériter ces héritiers, donc il y aura toujours une part à leur réserver. Mais pour le reste, vous êtes totalement libre. Vous pouvez le faire par un testament sur votre masse successorale ou très facilement sur votre contrat d'assurance vie en désignant vos bénéficiaires. Et l'avantage pour ces bénéficiaires, c'est qu'ils vont disposer de 152 500 € qu'ils vont pouvoir recevoir de contrats d'assurance vie sans payer de droits de succession. C'est-à-dire que ça va sortir complètement de la masse successorale et il n'y aura pas d'imposition à payer si on respecte cette limite-là. Pour bien comprendre, je vais vous donner un exemple. Imaginons que vous ayez un patrimoine de 500 000 € et que vous vouliez le distribuer à vos 2 enfants. Par exemple, c'est votre résidence principale qui vaut 500 000 €. Vous allez la donner à vos 2 enfants. Ces enfants bénéficient chacun d'un abattement légal de 100 000 € sur lesquels ils ne vont pas payer de droits de succession. Donc, sur les 250 000 € qu'ils vont recevoir chacun, il y a 150 000 € qui vont être fiscalisés, ce qui implique 26 800, un peu plus de 26 800 € de droits de succession chacun. Donc, au total, c'est 50 000 € qui vont partir
en droit de succession, soit 1/10 de votre patrimoine. C'est votre masse successorale, ce sont les règles légales. Si par contre, votre patrimoine de 500 000 euros, vous l'avez découpé de deux manières. Vous avez peut-être votre résidence principale qui vaut 200 000 euros et à côté, vous avez un contrat d'assurance vie de 300 000 euros. Les 200 000 euros, soit sur votre résidence principale ou autre chose, mais qui rentrent dans la masse successorale, bénéficient de ce même abattement légal de 100 000 euros par enfant, donc il ne va pas être fiscalisé. Si sur votre contrat d'assurance vie de 300 000 euros, vous avez mis vos enfants en bénéficiaires, ils vont avoir 150 000 euros chacun, et ça tombe bien, c'est la limite sur laquelle ils ne sont pas fiscalisés. Donc, au final, vous allez pouvoir donner vos 250 000 euros à chacun de vos enfants en payant 0 de fiscalité. Et ça, c'est un avantage qu'on peut avoir qu'en utilisant l'assurance vie. C'est quand même un gros cadeau là, pourvu que ça dure. Alors, vous voyez que finalement, ce n'est pas si simple, ce n'est pas si compliqué plutôt, c'est assez simple, l'assurance vie, et qu'il n'y aurait pas grand-chose à faire pour l'utiliser à bon escient. Le premier conseil que je peux vous donner, c'est de vous faire accompagner dans la mise en place et le suivi de votre assurance vie. Pourquoi ? Mise en place, c'est un métier de construire une équipe de foot. Vous pouvez ne pas maîtriser qui sont attaquants, qui sont défenseurs, qui sont les bons attaquants ou les bons défenseurs. Votre conseiller va pouvoir vous aider justement à vous donner les clés pour comprendre et pour, il va réaliser l'allocation d'actifs, mais aussi vous expliquer pourquoi telle allocation d'actifs est plus efficace de par la diversification notamment qu'une autre allocation d'actifs. Souvent, on va prendre 5 fonds, 10 fonds, 15 fonds en fonction bien sûr des montants qui sont versés et pour pouvoir diversifier autant que possible et construire la meilleure équipe de foot possible. Et puis bien sûr, un contrat d'assurance vie, ça se suit. Ça se suit pourquoi ? Pareil, on peut continuer l'analogie avec l'équipe de foot. Vos joueurs, il y en a peut-être un qui est moins performant que prévu. Il y en a certains qui se fatiguent plus vite que les autres. C'est exactement pareil avec des fonds d'assurance vie. Il y a des fonds finalement qui ne sont pas au niveau. Il y a des fonds aussi qui d'un coup se mettent à moins performer. Pourquoi ? Parce qu'ils ont beaucoup collecté. Il y a plein de raisons qui font qu'on peut avoir envie ou besoin de retravailler sur cette équipe de foot, de retravailler sur ce contrat d'assurance vie pour tout simplement garder la ligne directrice qu'on avait au départ. Et ça, bien souvent, les particuliers ne le font pas et c'est votre conseiller qui le fera. Donc, évidemment, je me fais un peu de pub, mais il y a vraiment un intérêt très important sur les contrats d'assurance vie à faire un petit peu plus que choisir un profil comme ça en répondant à 3 questions et puis après laisser couler pendant 10 ans. Autre opportunité pour le coup du moment, c'est enfin, j'ai envie de dire, le retour de la volatilité des marchés. Donc, avant Covid, le marché était quand même assez stable, ça stagnait, ça remontait un petit peu, c'était pas si mal, mais il y avait peu de volatilité. Vous allez me dire, la volatilité, c'est pas terrible. C'est là, on prend des risques, ça monte, ça descend, ça peut être un peu inquiétant. Oui, mais la volatilité des marchés génère de la performance. Pourquoi ? Parce que quand un fonds est cher, finalement, si vous avez décidé d'en acheter régulièrement et d'acheter tout le temps le même prix, pas la même quantité, je parle bien du même prix, quand le marché est cher, vous n'allez pas en acheter beaucoup. Et quand le marché n'est pas cher, vous allez en acheter beaucoup avec la même somme. Et donc ça, mécaniquement, c'est plutôt bien de ne pas acheter beaucoup quand ça vaut cher et d'acheter beaucoup quand ça ne vaut pas cher. Parce que finalement, si votre fonds fait des hauts et des bas et retourne à la même valeur qu'initialement, vous allez quand même générer de la performance juste par cette volatilité. Donc ça, c'est plutôt une bonne chose quand on va sur des fonds qui sont plutôt dynamiques. Quand on est bien sûr sur un horizon long terme, la volatilité, ça peut être une bonne chose. Ça peut être un vecteur de performance. On le voit bien d'ailleurs, il y a des belles choses qui se sont faites pendant ces confinements-là finalement. Autre avantage, autre opportunité du moment, donc je vous ai parlé un petit peu de diversification, c'est particulièrement important dans les investissements, tout type de diversification. Je vous ai parlé de diversifier avec les attaquants, les actions, les défenseurs, les obligations, mais on peut aussi diversifier avec les produits structurés. Alors, des produits structurés, c'est quoi ? C'est des produits qui sont construits d'obligations et d'actions, d'assurance, etc., qui vont permettre de définir préalablement un comportement justement qui va être un peu particulier. Actuellement, moi, je travaille avec un produit structuré qui s'appelle Exceltis. Alors, il y en a plusieurs versions. La prochaine sera Exceltis janvier 2021.
Pourquoi? Parce que c'est un produit structuré qui va commencer en janvier 2021, justement. Et qu'est-ce qu'on va faire sur ce produit structuré? On va regarder en janvier quelle va être sa valeur. On va prendre un indice sous-jacent, qui est un indice européen. On va regarder sa valeur en janvier et après, on va attendre un an. Et à partir de là, on va regarder régulièrement la valeur. Et on va avoir plusieurs scénarios possibles. Si jamais cette valeur de l'indice dépasse sa valeur initiale, on va verser, on va vous redonner votre investissement plus un coupon de 7% par an. Donc, si ça fait un an, vous aurez plus 7%. Vous avez investi 100, vous récupérez 107. Si c'est au bout de 2 ans que la valeur redépasse son seuil initial, vous allez gagner 2 fois 7%, donc vous récupérez 114, etc., etc. Si jamais le fonds est entre 0 et moins 40%, vous allez de nouveau récupérer 7%. Entre moins 40 et moins 50, vous allez récupérer juste votre mise. Et en dessous de moins 50%, là, vous êtes sur la performance de l'indice. Donc, on va regarder vraiment cette valeur de l'indice dans le temps jusqu'à 12 ans. Et c'est au bout de 12 ans qu'on va prendre la décision si ça n'a jamais dépassé cette valeur de 0%. Alors, je vais vous donner différents scénarios pour être plus clair. Premier scénario, je vous l'ai dit, au bout d'un an, on s'aperçoit que le fonds a dépassé sa valeur initiale, on récupère le coupon de 7%. Hyper simple. Alors, par contre, un produit structuré, ça limite la performance. C'est-à-dire que si l'indice a fait plus 20%, vous ne récupérez que 7%. Deuxième scénario, toujours un scénario favorable, finalement, pendant ces 12 ans, c'est passé à différents stades, même c'est descendu assez bas, mais malgré tout, ça n'a jamais redépassé le seuil initial. Donc, au bout de 2 ans, on se retrouve par exemple à moins 20%, donc dans cette limite entre 0 et moins 40%. Ça, c'est intéressant puisque malgré tout, bien que l'indice ait perdu 20%, 12 ans plus tard, vous allez récupérer votre investissement plus les 7% par an. Donc, concrètement, vous allez récupérer 84% de plus que ce que vous avez investi. Vous avez investi 100, vous récupérez 184. Ça, c'est plutôt sympa, surtout dans un marché qui est baissier. Autre scénario cette fois-ci qui va être médian, donc ni favorable ni défavorable. Au bout de 12 ans, vous êtes dans cette limite entre moins 40 et moins 50. Donc le marché a perdu près de 50% de sa valeur. C'est pas rien. Au bout de 12 ans, malgré tout, vous allez récupérer votre capital. Alors pour être précis, il y a des frais de gestion sur le produit. Donc vous allez perdre un peu, mais en tout cas, vous allez perdre bien moins que les moins 48% du marché. Et enfin, cette fois-ci, scénario défavorable. Si l'indice perd 60% sur ces 12 ans, là, vous allez essuyer la même perte sur votre fonds. Donc, si vous avez investi 100 au départ, vous récupérez que 40. Là, c'est évidemment le scénario défavorable. Ce qui est intéressant dans un produit structuré, c'est que ça reste un produit risqué. On le voit, il y a un scénario qui peut être défavorable. Malgré tout, il y a une protection, ce qu'on appelle entre moins 40 et moins 50. Et surtout, le scénario entre 0 et moins 40, qui est qui est le scénario le plus favorable, le plus probable, en tout cas, s'il n'y a pas de performance positive sur les 12 ans. Même dans un marché baissier, même jusqu'à moins 40%, le produit structuré permet de générer de la valeur, de rester dans le positif, en touchant ce coupon de 7% par an. Donc ça peut être un super moyen de diversifier un peu votre assurance vie. Donc évidemment, pas sur la totalité de votre assurance vie, mais ça peut être un bon moyen de diversifier. Et ça, c'est des choses des produits qui existent qu'à un moment donné, qui sont lancés, qui ont une date donnée, d'où son nom d'ailleurs de janvier 2021. Et voilà ce qui conclut le webinaire sur cette assurance vie. Donc, comme d'habitude, vous avez mes coordonnées si vous voulez creuser un petit peu, mais bien sûr, on va passer aux questions une fois que j'aurai coupé l'enregistrement. Donc, en tout cas, merci à tous pour votre attention et on passe aux questions.